Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré. Et l'émission, comme toujours, comporte des sujets très intéressants. Un premier sujet, c'est une application qui s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans, présentée par le Jour de la Terre et qui a pour titre Éco-Héros. Donc, des petits défis, des petites choses à faire pour inciter les 6 à 12 ans à parler d'environnement, à parler de gaspillage alimentaire, trouver des petits trucs et en même temps les mettre au défi de faire ces choses-là. Le Musée d'art de Joliette, maintenant, a présenté sa programmation hiver 2023. Comme toujours, une programmation très passionnante. Nous avons eu la chance de rencontrer Jean-François Bellil, qui est le directeur général du musée, Anne-Marie, qui est la conservatrice du musée, et Ariane, qui nous parle aussi d'activités, plein de choses à faire au Musée d'art de Joliette. Une nouvelle capsule des proches aidants vous est présentée. Donc, le Randa ici produit des capsules passionnantes qui vous parlent de ce service que vous pouvez avoir dans la région. Nous avons parlé économie. Nous avons eu la chance d'avoir l'économiste en chef de Desjardins qui est venu nous parler des perspectives tant au niveau national, Québec et la Naudière. Vraiment, 2023 sera une année charnière et une année, donc on verra la fin d'année si les prévisions étaient bonnes, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile à cause des taux d'intérêt, plein de choses là, qui peuvent se passer dans la région. Et à la fin, nous avons rencontré Monsieur Dufresne, Ghislain Dufresne, qui est le porte-parole pour l'association pour la prévention du suicide, et la semaine qui commence aujourd'hui, le 5 février, est la semaine nationale pour la prévention du suicide. On a discuté avec lui des conséquences, qu'est-ce qui est vraiment important de retenir pour concernant le suicide et comment on peut le prévenir. Donc, comme toujours, une émission qui vous rappelle les différents titres que nous avons présentés cette semaine lors de nos bulletins de nouvelles. On vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est disponible à tous les jours, à compter de 6 heures, presque en direct, parce qu'on l'enregistre quelques minutes avant l'heure de tomber. Et sinon, bien, vous pouvez aussi l'avoir sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Je suis en compagnie de Émilie du Jour de la Terre. Bonjour, Émilie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, allez-vous? Et tu es chargée de projet et cette fois-ci, tu vas nous parler d'un programme, d'un projet qui s'adresse aux 6 à 12 ans, c'est bien ça, et qui leur apporte des défis justement en environnement. Est-ce que tu peux nous parler de la prémisse d'où ça vient ce projet-là? Oui, tout à fait. Alors en fait, le projet 250 dont on va discuter aujourd'hui, c'est un projet de l'organisation Éco-Héros, qui est une organisation environnementale qui s'adresse aux enfants pour les permettre de s'informer et de s'engager pour l'environnement. Et comme leur mission, la mission de cette organisation, s'aligne très bien avec la mission du Jour de la Terre Canada, qui est d'accompagner les citoyens, mais aussi toutes les parties prenantes de la société canadienne pour les aider à réduire leur impact sur l'environnement. Alors, c'est ça, les enfants doivent accomplir des défis. Et les défis, en fait, on peut y accéder via une application qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. Il y a en effet, le site du Jour de la Terre redirige vers ces pages-là. Et sur le site aussi d'Éco-Héros pour avoir plus d'informations sur les défis. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on va se retrouver dans la section des défis pour choisir de participer aux défis pour éliminer le plastique. Et ensuite, à partir de là, il y a une liste d'éco-gestes que les enfants peuvent faire, comme par exemple arrêter de manger de la gomme, puisqu'on sait que c'est un gros déchet problématique pour la nature. Mais aussi faire la chasse aux emballages plastiques dans la salle de bain ou sur l'heure du dîner. Et une fois que les actions ont été accomplies, ils peuvent cocher que les actions ont été faites pour augmenter le nombre d'éco-gestes et débloquer en effet des récompenses qui vont être ajoutées sur leur compte sur l'application. Si les éco-gestes sont différents, en effet, comme remplir son assiette avec ce qu'on va réellement manger, faire du compost, apprendre à connaître son réfrigérateur, comment l'organiser pour éviter le gaspillage.
ce genre de choses, effectivement. Le fait que les enfants s'engagent comme ça via l'application, ça leur permet d'impliquer toute la famille, puisqu'ils vont en parler à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à d'autres membres de la famille. Et c'est vrai qu'on a une communauté qui grandit comme ça. Et à l'inverse, si par exemple des parents ont un intérêt pour l'environnement et souhaitent transmettre cette envie-là à leurs enfants, l'application est un très bon support pour eux, pour initier leurs enfants de manière fun et ludique. Il y a effectivement, les défis sont en général sur 3 à 4 mois. Là, par exemple, voilà, il y a les 2 défis qui sont en cours. Il y en a un qui va se finir à la mi-mars et l'autre qui va se finir en mai. Donc voilà, il y a différentes échéances. Et oui, les défis sont disponibles à travers le Québec, à travers le Canada. Donc tout le monde en effet peut participer. Par exemple, donc il y a déjà eu 3 défis qui ont été accomplis par le passé. Et sur ces 3 défis-là, presque 345 000 éco-gestes ont été déposés par les enfants. Donc c'est en effet un chiffre intéressant. D'accord. Et vous avez l'intention de prolonger cette application-là, ce programme-là au fil des années, ou c'est quelque chose qui va avoir une fin prochainement? Alors, pour l'instant, les 2 prochains défis, les 2 défis voilà, qui sont en cours sont les défis que vous avez mentionnés. On est en discussion pour effectivement prolonger le programme, puisque c'est un très bon programme qui permet aux enfants de connecter en fait via leur intérêt pour l'environnement. Donc on est en effet en discussion pour poursuivre le projet. Je suis en compagnie de Liliane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Aujourd'hui, au lancement de la programmation du musée pour la session hiver, tu as déjà annoncé les fameux camps de jour. C'est déjà en préparation, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux camp de jour-là? Tout à fait. Donc, j'ai parlé du camp de jour estival, donc de cet été, parce que justement, on lance dans les prochaines semaines la période d'inscription. Donc, pendant la semaine de relâche, le mardi 28 février à 9h, on lance les inscriptions pour les membres. Okay. Donc, les parents qui sont membres au Musée d'art de Joliette vont pouvoir, pendant une semaine, inscrire leurs enfants. Ensuite, la semaine suivante, ce sera les non-membres qui vont pouvoir inscrire leurs enfants s'il reste des places, parce qu'on sait ça part assez rapidement. Ouais. En fait, le camp de jour là, estival, si on en parle, il y en a 3 camps de jour pendant l'été. Mais c'est une semaine, il faut spécifier que on s'inscrit à la semaine, effectivement, ça, hein? Et le camp de jour a lieu du 26 juin au 18 août. Et on inscrit les enfants à la semaine. Et il y a 3 camps de jour. Il y a le camp de jour pour les tout-petits, donc pour les enfants de 4 ans. Dans le cadre de ce camp de jour-là, on explore les textures, les formes, les couleurs, on visite le musée, on s'amuse. C'est vraiment un camp de jour où les enfants développent toutes sortes de compétences comme écouter, donner son opinion. Et ça a été un grand succès là, l'année passée. C'est rempli très rapidement. Ouais. Le deuxième camp de jour, c'est le camp de jour pour les 5 à 11 ans. Ce camp de jour-là, donc, c'est notre camp de jour traditionnel, là, on s'entend, on mélange activités extérieures, ludiques, on mélange les activités artistiques, évidemment, créatives, les visites en salle. C'est un camp de jour qui est extrêmement complet. Qui est à la fois éducatif, mais aussi où on lâche son fou. Exactement, récréatif. Et finalement, l'autre camp de jour, c'est le camp de jour pour les 12 à 15 ans. Et ça, l'année passée, hein, on en avait parlé, c'était la première fois qu'on l'essayait et ça a été un énorme succès aussi. Donc, dans le fond, c'est un camp de jour où le matin, les jeunes, les adolescents font des activités de création qui sont spécifiques puis qui sont adaptées à leur groupe d'âge, donc il n'y a rien à voir avec les activités qu'on fait avec les 5 à 11 ans. Et l'après-midi, ils reçoivent des formations sur comment animer des activités dans un camp de jour. Et c'est à la fois théorique, mais beaucoup pratique aussi. Donc, ils peuvent aller dehors. C'est ça. Jamais, ils ne sont pas responsables d'un groupe. On s'entend, on a tous les animateurs pour ça. Mais ils peuvent tester leurs connaissances sur les jeunes des autres. Est-ce que les 3 camps sont en même temps? Dans le sens que je veux dire, c'est que tu me parles d'une période du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc, à la limite, tu peux avoir un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, puis un enfant de 15 ans.
et les 3 frères Viennent et au sœurs camp. viennent au camp en même temps. temps. C'est ça. C'est Donc, ça. c'est une grosse organisation. C'est beaucoup de travail. Oui, en fait, là, c'est beaucoup d'enfants. C'est 82 enfants par jour pendant 8 semaines qui viennent au musée. On a une équipe, là, incroyable d'animateurs. Donc, on parle d'une dizaine d'animateurs, animatrices, 2 coordonnatrices. Généralement, ce sont des étudiants en arts visuels au cégep ou même à l'université qui viennent animer les jeunes. Donc, c'est un très, très gros camp, là, mais c'est un camp qui est fabuleux, en fait, pour des enfants d'avoir cette opportunité-là, de vivre une expérience aussi créative, qui permet de s'exprimer, de rencontrer d'autres gens qui trippent art. Puis même, on a des enfants qui trippent pas tant que ça art, mais qui vont tripper art. Oui, c'est ça, qui développent là, toutes sortes de goûts, parce qu'on fait pas juste de l'art plastique, on fait aussi du théâtre, de l'improvisation, de la danse, de la performance, de l'installation. On fait toutes sortes de choses aussi, pas juste du dessin ou de la peinture, ou des choses un peu plus traditionnelles. Donc, on va complètement ailleurs aussi. Donc, les camps commencent à 9 h le matin? Oui. Ils finissent à 5 h, c'est ça? Dans le fond, c'est un camp de 9 à 4. Par contre, on offre gratuitement le service de garde de 8 h à 9 h et de 4 h à 5 h. OK. Donc, c'est vraiment que c'est un appel à tous. Surveillez le site web du Musée d'art et à la limite, inscrivez vos membres. Après ça, vous allez pouvoir... Oui, parce que ça part vite. Ça va partir rapidement. Bon, ben, je te remercie, Ariane, puis on se reparle de d'autres projets par la suite. Merci d'être là ce matin, c'est vraiment le fun. C'est le fun de vous retrouver, de lancer l'année avec vous. Je réalise que c'est la première fois qu'on le fait avec la nouvelle murale. La dernière fois, elle a été finie pour le jour du vernissage. Fait que c'est le fun de faire ça. La nouvelle murale du Centre d'amitié autochtone, réalisée par Marie-Claude Niquado, qui est une édition super importante, je pense, pour le musée. C'est vraiment le fun. Bon, 2023, grosse année qu'on lance. Là, on lance juste les 3 prochains mois, mais ça va être... on vous prépare plusieurs très grosses surprises. Puis je ne peux pas vous en annoncer beaucoup ce matin, mais un petit peu quand même. Mais commençons par la première partie, la thématique de la saison. Donc, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, les expositions qu'on a montées, tire autour parle de l'influence du contexte sur le travail des artistes. C'est une thématique qu'on a choisie il y a plusieurs années maintenant, mais qu'on trouvait intéressante à aborder en 2023. On vit dans des contextes qui changent très vite. On a juste à penser il y a 3 ans, c'était pas en toute la même planète sur laquelle on vivait. Donc, qu'est-ce que ça va être dans 3 ans? De réfléchir à l'influence du contexte sur nos vies en tant qu'individus, je pense que c'est intéressant et important, mais de le faire à travers les yeux des artistes et de voir comment les contextes influencent leur mode de production et de création d'œuvres. C'est un peu ce qu'on vous propose cette saison-ci pour les 3 prochains mois. On vous propose 4 approches pour faire ça. Le contexte immédiat de l'artiste, donc l'atelier de l'artiste. Qu'est-ce que ça change dans la production de l'artiste quand il s'influence ou s'inspire, ou il ou elle s'inspire de son artiste pour créer des œuvres? C'est une exposition de groupe qui a été montée par Laurier Lacroix. Laurier Lacroix qui est une sommité nationale en termes de connaissance des arts visuels au Québec et au Canada, mais surtout sur l'art du Québec. C'est une exposition qui regroupe une 40aine d'artistes. Anne-Marie va vous en parler plus, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Super content de pouvoir présenter ça au musée. Le contexte de la migration, qu'elle soit choisie ou pas. Donc, des artistes qui ont été obligés de migrer pour une raison X ou Y, ou d'autres qui choisissent de migrer pour leur propre vie, leur propre qualité de vie. Et cette exposition-là a comme point de départ l'œuvre de Jean-Paul Riopelle. Il faut savoir que Jean-Paul Riopelle a vécu dans, puis ça dépend comment on compte, mais 5 ou 6 endroits, et ça a eu une influence majeure sur sa pratique. Donc, on a décidé de regrouper ça avec des artistes contemporains qui apportent la question de la migration complètement autrement. Quelque chose de vraiment le fun. Puis vous allez voir que l'exposition part de Riopelle avec quelques œuvres, va dans plein d'autres artistes, mais on a aussi saisi l'occasion pour sortir plein d'œuvres de Riopelle un peu partout dans le musée. C'est un peu une chasse au trésor qu'on vous propose en même temps pour aller voir certains de en tout, c'est 59 Riopelle qu'on a dans la collection. Donc certains de nos 59 Riopelle qu'on a cachés un peu partout dans le musée. Pas vraiment cachés. Le contexte habité avec Mo Hughes. Mo Hughes, artiste lanaudois qui enseigne au cégep ici, super bon artiste, première exposition de musée, première exposition solo dans une institution. On est très content de présenter ça avec lui. Et le contexte d'une vie avec Irène Whitome. Irène Whitome, très grande artiste de Montréal, qui présente ses œuvres sur un lieu spécifique que vous allez découvrir. Et toutes ces œuvres sont exposées au 3e étage. Donc, c'est les 4 approches qu'on vous propose.
En parallèle à ça, on est super contents. C'est la première fois qu'on travaille avec le Centre culturel des Jardins pour présenter un concert autour de Jean-Paul Riopelle aussi, qui va avoir lieu le 19 février, si je ne me trompe pas. Soirée super intéressante qui vous est proposée. Et puis, un petit mot avant d'inviter Anne-Marie à venir parler sur le rayonnement du musée qui se poursuit toujours et encore. Donc, on est super contents. On continue à travailler là-dessus très, très fort. L'exposition de Riopelle va être présentée à Baie-Saint-Paul cet été. Donc, c'est vraiment le fun. Dès qu'en fait, elle va fermer ici, puis 3 semaines après, elle ouvre là-bas. Et nous, on s'en va dans 3 semaines avec Anne-Marie ouvrir une nouvelle exposition du Musée d'art de Joliette, présentée à Kelowna, en Colombie-Britannique, à la fin février. Puis il y en a d'autres surprises comme ça qui s'en viennent. Là, dans l'année 2023, on va aller à Sherbrooke, puis à quelques autres endroits. Donc on continue à faire circuler la ville, les expositions, les artistes, le musée, un peu partout à travers le pays. De quelques petites nouvelles en rafale. On a eu la confirmation cette semaine, fait que je suis super content de vous aviser que Joliette Halte culturelle revient. On a obtenu notre financement pour continuer une 2e année. Et cette année, contrairement à l'année dernière, bien sûr, des communications conjointes pour essayer de faire venir des visiteurs. Mais cette année, petit sneak peek, puis il y aura des informations réelles plus concrètes avec Mélanie plus tard. Là, je vais un peu la mèche. Mais il y aura aussi la programmation conjointe entre les partenaires, chose qu'on n'a pas fait l'an passé. Fait que ça va être de nouvelles activités, de nouveaux projets qui vont naître de ça. C'est vraiment le fun. On va vous réinviter bientôt pour une conférence de presse. Tout vous êtes ça, là, quand on va avoir tous les détails. Exactement. Autre grand retour, après 3 ans d'absence, pandémie oblige, le bal du mage reviendra le 10 juin. Il y aura une conférence de presse plus proche de... Ben même pas, ça va être... Ah oui, il va y avoir une conférence de presse plus proche que ça, mais je veux quand même l'annoncer parce que ça vient de s'officialiser, puis je suis super content. Je ne veux pas dire qu'est-ce qu'on va faire, mais je vous promets que ça va être beaucoup plus gros que ce que vous avez jamais vu. Plein de surprises qui s'en viennent. Revenir sur l'exposition Riopelle, tu l'as mentionné brièvement, Anne-Marie, mais c'est la première activation institutionnelle du centenaire de Riopelle. Fait que pendant toute l'année 2023, vous allez entendre parler à toutes les semaines. Il y a un nouvel opéra, il y a un nouveau concert, il y a un spectacle de cirque qui va être produit. Il y a plein de choses qui vont se passer de Montréal à Vancouver qui sont énormes. Une exposition à Ottawa, des nouveaux livres. C'est vraiment majeur comme célébration. Puis c'est nous qui lançons le bal avec notre petite exposition. Fait que je suis très fier de ça. Puis il va y avoir, bien sûr, c'est la Fondation Riopelle qui nous permet de réaliser ça. Donc il va y avoir plein de membres de la Fondation Riopelle qui vont être ici au vernissage et qui vont jouer un rôle dans les 3 prochains mois au musée. Fait que je veux vraiment les remercier. Je veux remercier tous les autres partenaires aussi. Bien sûr, la Ville qui est avec nous tout le temps et depuis toujours. Merci beaucoup. Puis j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Camille, qui c'est la première fois qu'elle est parmi nous, nouvelle conseillère en développement culturel à la Ville. C'est vraiment le fun que tu sois arrivé. Puis bien sûr, au Conseil des arts du Canada, toutes nos subventions au musée, au ministère de la Culture et des Communications du Québec et tous nos autres partenaires annuels, mais surtout une attention spéciale pour tous les partenaires régionaux, que ce soit le Centre culturel des Jardins, le Festival de la Naudière, le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, le Festival Mémoire et Racines, tous ces partenaires culturels ou sociaux-là avec lesquels on fait des miracles à chaque année. C'est vraiment le fun. Et puis, une nouvelle qui n'est pas une nouvelle de nous, mais que je veux quand même souligner. On a appris cette semaine que la prochaine artiste qui va représenter le Canada à la Biennale de Venise, qui est le summum de l'art contemporain international, c'est les Jeux olympiques, ça a lieu tous les 2 ans. Et l'artiste qui va représenter notre pays cette année, c'est Kapwani Kiwanga, qu'on a exposé ici il y a 4 ans. C'est sa première exposition solo de musée. Et la personne au Canada, parce qu'elle habite à Paris maintenant, et la personne qui va monter l'exposition, c'est nul autre que Gaëtane Vernat, l'ancienne directrice du musée d'art de Joliette d'il y a 6 ans. Fait qu'il va y avoir beaucoup de Joliette à Venise à l'été 2024. Fait que c'est un beau témoignage de nos pairs sur la qualité de ce qu'on fait et de ce que Anne-Marie fait. Fait que merci beaucoup. Donc Jean-François a bien expliqué un peu la programmation qui s'en vient. Alors, 2 expositions de groupe qui sont les expositions principales qu'on présente cette saison au musée. Une exposition qui est mise sur des artistes québécois, donc l'exposition de Laurier Lacroix, qui observe l'évolution de l'atelier d'artistes tout au courant du 20e siècle, donc mélange des œuvres historiques et des œuvres contemporaines.
avec des artistes comme Adrien Hébert, Alfred Laliberté, Gabor Szilasi, mais aussi des pratiques plus contemporaines comme Massimo Guerrera, Raymond April, Evergone aussi. Plusieurs emprunts faits dans des collections muséales importantes au Québec, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée national des Beaux-Arts du Québec, et plusieurs autres institutions partenaires qu'on remercie de collaborer avec nous pour la mise en place de cette exposition. Une quarantaine d'artistes, Jean-François le disait, tout médium confondu, de la photographie, de la peinture, de la sculpture, et même une installation de Massimo Guerrera, donc qui revisite une œuvre d'arborale importante dans son parcours, qui est collectionnée à Québec et qui est adaptée pour nos espaces dans la salle ici. Ensuite, un lieu de mémoire, contexte d'existence, le projet de Irene Campolmi, qui est une commissaire italienne basée à Copenhague, qu'on a invité à réfléchir à partir de l'œuvre de Riopelle à une condition qui est partagée par la majorité des artistes contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à se déplacer énormément dans le cadre de leur travail et qui même sont nés dans un pays, choisissent de s'établir ailleurs pour leur carrière professionnelle et sont invités dans plein d'autres pays à exposer leurs œuvres. Le projet regroupe des œuvres de Riopelle empruntées et d'autres de notre collection, comme Jean-François le disait, mais aussi le travail de 5 artistes contemporaines, Dalla Nasser, Sylvia Rossi, Linda Lamignan, Jane Jin Kaysen et Samara Salam, des artistes qu'on n'a jamais présentés au musée, qu'on découvre à travers les yeux de Irene Campolmi, qui va être là pour le vernissage, donc qui fait le voyage de Copenhague jusqu'ici pour ouvrir l'exposition avec nous. Des œuvres qui mélangent aussi toutes sortes de médiums, vidéo, textile, photo, sculpture, dans la salle EBI et dans la salle au 2e étage, donc la salle Arnois. L'exposition est donc en 2 sections. Cette exposition va voyager par la suite aussi au Musée des Beaux-Arts, au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul cet été. Donc, grâce entre autres au partenariat avec la Fondation Riopelle, le projet lance les festivités autour de l'année de célébration de l'anniversaire de Riopelle. Donc, on est très content de collaborer avec eux pour ce projet. Mo Pius, dans les arts de circulation du musée, un artiste que Jean-François et moi de la région qu'on suit depuis quelques années, qui vraiment avec ce projet-ci se démarque. On sent que c'est une étape dans son processus de création. Les œuvres prennent une ampleur beaucoup plus grande et elles ont été réalisées alors qu'il était en résidence en Europe cet été. Donc tout ce processus d'influence entre le contexte de réalisation de l'œuvre et le résultat, on le sent dans ces œuvres-là parce que dans les matériaux, le bois qui est utilisé dans l'assemblage bois-photographie des œuvres vient d'ici, souvent est récupéré de lieux où il a vécu ou de lieux associés à des souvenirs d'enfance, par exemple, ou bien des endroits où il a visité avec sa famille. Donc les matériaux viennent d'ici, mais les images viennent des photographies. On voit la mer, on voit donc des paysages, évidemment, qu'on comprend qu'ils ne sont pas pris dans la région. Alors, un mariage, tout ça, de ces influences. Et c'est un commissariat de Maëlie Caro-Leblanc, qui est conservatrice adjointe à l'art contemporain. C'est son premier projet qu'elle signe au musée. Donc, on est très contente ensemble de ce projet qu'elle réalise pour nous. Irène F. Huitombe, artiste de la Colombie-Britannique, qui a fait la majorité de sa carrière à Montréal, après avoir fait une formation en France pendant quelques années dans son parcours artistique, et qui est maintenant établie en Estrie. Elle s'est établie sur le site d'une ancienne carrière de granit qu'elle aménage et qu'elle transforme, dont elle s'inspire pour la réalisation des œuvres. C'est une artiste qui a une longue feuille de route et qui présente 4 nouvelles œuvres dans la salle de collection au 3e étage dédiée au patrimoine religieux. C'est une artiste qu'on a moins vue dans les dernières années, donc je suis très contente et fière de présenter son nouveau travail puisqu'elle est toujours active et elle crée énormément. Là, donc c'est un beau moment pour mettre de l'avant sa production récente. Elle est aussi intégrée dans l'exposition de Laurier Lacroix au rez-de-chaussée, donc il y aura possibilité de voir aussi des œuvres antérieures d'Irène et
de voir son nouveau corpus exposé au 3e. Et finalement, un accrochage de quelques œuvres de David Sorensen, un projet signé par Julie Allary-Lavallée, qui est la conservatrice des collections au musée, qui a sorti des œuvres de notre collection associées à cet artiste, des œuvres picturales, qui a été un artiste aussi de la côte ouest, qui s'est également établi en Estrie et qui a été énormément influencé par ses voyages au Mexique. Donc la lumière, les couleurs de ses toiles viennent beaucoup de son expérience au Mexique. Donc là encore, contexte, comment les œuvres témoignent du contexte de réalisation ou de vie des artistes, toutes sortes d'approches différentes dans cette saison qui vont vous faire réfléchir à ces enjeux-là. Voilà, merci. Parfait. Êtes-vous prêts pour la liste d'épicerie de toutes les activités? En fait, je ne parlerai pas de toutes les activités, d'accord? Elles sont sur le site web. Vous pourrez aller voir. J'en ai retenu quelques-uns. Donc, mes collègues Anne-Marie, Jean-François vous ont parlé des superbes expositions qui s'en viennent. Donc, évidemment, on va offrir des visites guidées gratuites les dimanches, les jeudis pour vraiment compléter l'expérience des visiteurs, pouvoir aller plus en profondeur là, sur leur compréhension des expositions. Les dates spécifiques sont sur le site web. Si on poursuit avec les ateliers créatifs, donc l'atelier magique présenté par la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière revient bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un rendez-vous familial qui est bimensuel. C'est pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents ou leurs grands-parents ou peu importe. Parfois avec une médiatrice, parfois avec un ou une artiste. Cette saison, Fred Péloquin, Anne-Marie Cardin et Karine Demers. Le tout petit atelier, également présenté par la Caisse des Jardins, se poursuit aussi et s'adresse aux enfants de 4 ans et moins et leurs parents. Et c'est très salissant, mais c'est vraiment très amusant. D'accord? Finalement, suite à l'immense succès de la saison dernière, on reprend le grand atelier d'exploration et de création. Donc, cette activité-là s'adresse aux curieux adultes, avec ou sans base artistique. Et ils pourront créer cette saison en compagnie de Maupiouze, qui expose, professeur de cégep. Donc, ça va vraiment être une expérience géniale. D'ailleurs, il ne reste presque plus de place déjà à cette activité-là. Je poursuis avec les conférences et les rencontres d'artistes, toujours présentées grâce à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière. Donc, le grand public est invité à échanger avec l'artiste Anne-Marie Ouellette, qui est une artiste qui va exposer cet été. Donc, vous allez avoir un petit sneak peek en bon français de ce qui va avoir lieu cet été. Une rencontre aussi avec le commissaire Laurier-Lacroix pour connaître tous les secrets de l'exposition, de son exposition, et aussi en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, on pourra rencontrer l'artiste Gaétane Voyer et échanger avec elle. Donc, ces conférences et ces rencontres d'artistes sont présentées en format hybride, au grand plaisir de ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer pour venir en présence, donc ils peuvent toujours assister. Et grâce à un partenariat avec la FADOC de la Nodière, les membres FADOC profitent d'un tarif préférentiel à mi-chemin entre le tarif membre et le tarif non membre. Et ce partenariat-là avec la FADOC se poursuit dans les voyages culturels. Cette fois, c'est la FADOC La Nodière qui offre un tarif préférentiel aux membres du musée pour un voyage pour aller visiter le Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa et pour profiter du Festival des Tulipes en mai prochain. Donc, toutes les informations vont être mises sur notre site web dès que la FADOC va lancer sa programmation le 20 février prochain. Donc, finalement, je termine avec les camps de jour du musée. Donc, pour une deuxième année, le MAJ propose un camp de la relâche sur le thème de l'atelier d'artistes. Donc, du 27 février au 3 mars, le musée devient un énorme atelier d'artistes pour les enfants de 5 à 11 ans. En nouveauté, cette année, les parents peuvent inscrire leurs enfants à la journée. Et ça a été un énorme succès. Du coup, sur les 185 places, il en reste 17. Donc, faites vite. Si vous voulez inscrire vos enfants, il en reste presque plus. Et d'ailleurs, le 28 février prochain à 9h pile, on lance les inscriptions pour le camp estival et la semaine suivante, on va lancer l'inscription pour les non-membres. Donc, le 28 février, c'est pour les membres. Ils ont une semaine et ensuite, on ouvre les inscriptions pour les non-membres s'il reste des places parce qu'on sait que ça part très, très, très vite. Donc, on rappelle, le camp estival a lieu du 26 juin au 18 août.
On a un groupe pour les 4 ans, plein de groupes pour les 5 à 11 ans. Et ensuite, on a le groupe pour les adolescents de 12 à 15 ans. C'était un retour l'année passée, ça a été un énorme succès. Donc, les 12 à 15 ans, en plus de réaliser des ateliers créatifs adaptés à leur groupe d'âge, ils reçoivent des petites formations sur l'animation de camp, à la fois théorique, mais aussi pratique. Il y a plein d'activités que je vous ai pas parlé. Entre autres, pendant le relâche, les familles peuvent venir faire Mission Pirate, ma première visite au musée, la station à roulettes, le jeu Voir au-delà, le jour de l'art de raconter, œuvre mystère et ainsi de suite. Bref, je vous invite à consulter le site web pour vraiment connaître l'étendue de la programmation qui est vraiment énorme. Bonjour, mon nom c'est Ginette Bergeron. Je suis intervenante au Randa. Karine Rattel, coordonnatrice au Réseau des aidants naturels d'Autrey. Je m'appelle Sean David, je suis chargée de projet en sensibilisation et communication au Réseau des aidants naturels d'Autrey. La mission du Réseau des aidants naturels d'Autrey, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des proches aidants. Donc vraiment de tous les proches aidants, de les accompagner, de briser leur isolement et de s'assurer de leur témoigner qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils vivent. Une personne proche aidante, c'est une personne qui s'occupe de quelqu'un dans le besoin, peu importe son besoin. Donc, on peut parler d'une personne handicapée, problème de santé mentale, un enfant avec différents troubles. On peut penser à quelqu'un qui a le cancer également, maladie d'Alzheimer, évidemment. Donc, c'est un rôle que ça peut être un parent, un enfant, un conjoint. Il y a de plus en plus des gens qui s'occupent de leurs beaux-parents. Donc, vraiment, toute panoplie et peu importe l'âge, donc peu importe l'âge et de l'aidant et de l'aider, nous, on soutient ces personnes-là. Alors, les services que nous offrons au Randa, les services d'information, des ressources de la région qui peuvent vous accompagner dans votre rôle de proche aidant. On offre également du soutien, que ce soit pour évacuer la pression, tout simplement parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. On offre du soutien, qu'elle soit téléphonique, en présence au bureau ou à domicile. Alors, si vous n'êtes pas une personne qui aime le groupe, il est très facilement accessible d'avoir du soutien en individuel. Mon rôle au Randa, dans le fond, c'est de sensibiliser carrément, comme le nom le dit, à la réalité des proches aidants. Et puis, on fait ça par diverses façons, notamment là, des publications sur Facebook, des capsules vidéo comme vous le voyez présentement. Et on essaie vraiment là, de répandre la bonne nouvelle qu'est la nature d'un proche aidant. On offre également des activités telles que des conférences, des formations qui sont parfois sur plusieurs semaines. On offre également un atelier qui vous accompagne en tant que nouveau proche aidant pendant 6 semaines. On offre des cafés-rencontres une fois par mois, des soupers-rencontres également une fois par mois. Et si vous désirez assister à toutes nos activités, on offre également du répit. Alors, vous n'avez pas besoin là, de vous empêcher. S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans nos activités, n'hésitez pas à nous appeler. On a un service de répit pour vous. On fait également des sorties amicales pour lâcher prise, lâcher notre fou, nous libérer, nous amuser tout simplement entre nous, échanger. Aussi, je suis aussi la personne qui fait beaucoup de soutien technique. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec votre informatique, vous avez besoin d'aide quelconque avec votre cellulaire même, appelez-moi, ça va me faire plaisir. On veut tout le temps que vous ayez les moyens justement de communiquer avec vos proches parce que la communication puis les échanges, c'est ce qui vous aide à maintenir le cap justement en tant que proche aidant. Alors, on veut favoriser ça le plus possible. L'idée de faire des capsules pour proches aidants, c'était vraiment de démontrer, de mettre en lumière le travail des proches aidants qui font souvent dans l'ombre. Donc, on a été chercher différentes personnes qui s'occupent de différents âges et qui s'occupent de différentes problématiques de santé également. On veut témoigner ce beau rôle, parfois difficile, parfois ingrat aussi, mais on veut mettre en lumière ce travail-là et on veut que certaines personnes même qui le font et qui ne se reconnaissent pas finissent par se reconnaître comme proches aidants. Je suis aussi la personne que vous ne verrez pas derrière la caméra, mais qui fait l'entrevue avec les gens de ces merveilleuses capsules. D'ailleurs, que je remercie d'avoir participé avec autant d'enthousiasme et de générosité de leur temps. On nous demande souvent qu'est-ce qu'une personne peut faire pour aider un proche aidant. Vous pouvez tout simplement
lui donner du temps pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle, pour lui, et lui faire des petits plats, faire le ménage, lui donner des petites sorties pour qu'elle puisse, elle ou il puisse prendre du temps et se remettre en priorité. Alors ça, c'est des choses qui peuvent aider les proches aidants. Mon rêve pour notre organisation, mais ça va bien au-delà de ça, je désire que tout proche aidant qui vive des défis, qui arrivent à affronter certains obstacles, puissent être mieux soutenus et qui puissent se référer, que ce soit notre organisation ou toute autre organisation qui vient en aide aux proches aidants, puisse les soutenir, puisse vivre avec eux le parcours, puis être là à tous les moments importants pour justement les alléger un petit peu. C'est ça le rêve que je chéris. Je vous invite, que vous soyez un proche aidant ou que vous connaissiez des proches aidants. Je vous invite à nous contacter. Il me fera plaisir de vous accompagner dans votre rôle. On est là pour vous. Merci. L'idée de faire les capsules pour proches aidants est vraiment venue pour démontrer les différentes réalités des proches aidants, autant en tant qu'hommes, femmes, en tant que leur rôle en lien avec... On va faire des bloopers, il y a plein de sons, là c'est la porte du pompier qui roule, c'est malade. On commence avec l'économie mondiale. Donc, habituellement, en fait, et très souvent, si on regarde les épisodes de récession qui ont lieu depuis le début des années 60, donc depuis 62, 63 ans, il y a 46 récessions. Mais ce ne sont pas des récessions mondiales. Il y a des récessions qui ont touché seulement certaines régions du monde. Les signes avant-coureurs qui étaient là dans la plupart du temps, en fait, pour une trentaine d'entre elles sur 46, il y avait un resserrement de la politique monétaire, ce qui veut dire une hausse importante des taux d'intérêt. Il y avait un choc pétrolier dans à peu près une douzaine de cas qui avaient provoqué la récession. L'éclatement du bulle immobilière également. C'est notamment là, le cas pour la récession de 2008-2009. Crise bancaire, austérité budgétaire, choc de taux de change, choc de demande extérieure, puis encore plus récemment, pandémie. Parce qu'on a vécu quand même une récession là, en 2020 en raison d'une pandémie, et ça, c'est arrivé une seule fois. Mais il reste que parmi les éléments qui sont là, il y en a quand même plusieurs qui sont réunis au moment où on se parle pour faire en sorte qu'on se dirige vers une récession. Donc, on resserre la politique monétaire, hausse des taux d'intérêt généralisés sur le globe, choc pétrolier. On sait qu'au sortir des premiers confinements, on a connu une appréciation remarquable des prix de l'énergie. On parle du pétrole, mais on parle également du gaz naturel. Éclatement d'une bulle immobilière, à tout le moins à plusieurs égards. On a vu le prix des maisons s'apprécier énormément et on voit des reculs au moment où on se parle. On ne parle pas de crise bancaire, mais il reste quand même que plusieurs ingrédients sont réunis pour faire en sorte qu'on vive une récession. Si on va à la secteur suivant, on va voir qu'on a, semble-t-il, à tout le moins, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, le pire de l'inflation semble passer. Et on a vécu des hausses spectaculaires en termes de nombre, certainement pas à la mesure de ce qu'on a pu apprécier, ça a été extrêmement douloureux. Ça nous a rappelé des épisodes, dont celui des années 80, suite à un choc pétrolier, où on avait connu des hausses de taux et des hausses d'inflation absolument incroyables. Donc, on s'est retrouvé dans cette dynamique-là, après être déjà affaibli, après la fameuse pandémie et les confinements qui nous permettaient de gérer un peu l'état de la santé de la population. Donc, baisse graduelle du taux d'inflation, à la lumière de plusieurs facteurs, on va y revenir. Donc, vous voyez que du côté de l'Europe, si on regarde à la droite complètement, les taux sont un peu plus élevés que ce qu'on peut observer ici au Canada et aux États-Unis, notamment en raison des prix du gaz naturel. Il n'y a pas 56 000 façons de combattre l'inflation. Celle qui a fait ses preuves le plus souvent, c'est la hausse du taux d'intérêt. Dans ce plan, en fait, je vous dirais, à la lumière de ce qu'on fait de cette fameuse hausse de l'inflation-là, où on a vu qu'on avait une demande très pressante de la part des consommateurs et des entreprises, et que l'offre pour répondre à ça ne s'ajustait pas, on a vu les taux s'ajuster. Donc, on a décidé d'agir sur notre fameuse demande, et pour baisser la demande, on hausse les taux d'intérêt. Donc, à la secteur suivante, vous allez voir que la majorité des grandes banques centrales
ont dû agir avec force pour modérer la demande et contrôler, dans le fond, ce qu'on appelle les anticipations, ce que les gens attendent par rapport à ce que va arriver dans le futur en matière d'inflation. Donc, on voit qu'à partir de 2022, l'ensemble des 4 banques qu'on regroupe ici, mais on pourrait voir pour d'autres institutions, on a vu une hausse des taux d'intérêt se manifester avec une croissance quand même assez rapide par rapport à ce qu'on a connu. Il faut dire qu'on partait d'extrêmement bas historiquement. Si on avait fait remonter le graphique beaucoup plus loin dans le temps, on n'aurait pas vu en fait des taux aussi bas là, que ce qu'on peut observer pour 2020-2021. Donc les taux ont augmenté pour contenir la fameuse demande, faire en sorte qu'on ralentisse l'économie, ce qui fait en sorte qu'on parle à l'heure actuelle de récession. Si on va à la étape suivante, on va voir que pour l'année qui s'en vient, donc 2023, vous allez voir, on n'a pas encore le bulletin pour l'année 2022, on n'est pas début d'année. Ça prend toujours un certain temps pour avoir le bulletin, en fait, le taux de croissance de notre fameux PIB. PIB qui est la valeur de ce que produit l'économie en biens et services dans une année. Donc, pour l'année qui vient de s'écouler, on a quand même une croissance qui n'est pas négligeable. Il faut dire qu'on aussi, en plus, on était dans un rebond en 2021 suite à la récession de 2020. Il reste que vous observez que le bâtonnet se situe aux alentours de 2% pour l'année qui vient pour l'économie mondiale. Ce qui fait en sorte que certaines économies seront en récession, puis je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment en Amérique du Nord, et en Europe. Mais il reste qu'en Asie, certains pays vont quand même réussir à tirer leur épingle du jeu, ce qui fait que pour l'ensemble de l'économie mondiale, on aura peut-être un taux autour de 2%. Mais on ne sait pas encore si la Chine tombera en récession comme telle. On sait qu'avec leur politique zéro COVID, ça a créé beaucoup de ralentissements au cours de l'année dernière. La fin de cette politique-là fait en sorte qu'à court terme, oui, ils sont plus affaiblis parce que beaucoup de gens sont malades, mais il reste que dans les mois à venir, il risque d'y avoir un certain rétablissement et on risque d'avoir aussi moins de ruptures dans les approvisionnements, donc une prévisibilité un peu plus grande, mais aussi peut-être une croissance de l'économie chinoise qui serait positive. Donc tout ça fait en sorte que pour l'année qui vient, on attend une récession mondiale autour de 2%, ce qui est, en fait, si on compare par rapport à 2020, un choc beaucoup moins important. Si on va maintenant du côté du Québec, on se rapproche toujours de la région. Donc, la récession semble déjà débuter. Pourquoi elle semble déjà débuter? Parce qu'on reçoit le bulletin, finalement, là, de notre économie avec notre fameux PIB. Donc, on reçoit notre bulletin à tous les trimestres. Et le 3e trimestre, donc la période de juillet au septembre, s'est avéré négatif. Si on devait avoir un trimestre négatif au 4e trimestre, et ça, on aura des nouvelles seulement à la fin mars à cet effet-là, donc on pourrait parler techniquement de récession, mais au moment où on se parle, on ne parle pas de diminution de l'emploi, spectaculaire ou une diminution importante. En fait, l'emploi plafonne, et c'est ce qu'on va voir à la étape suivante. Donc, on voit que la progression de l'emploi s'essouffle peu à peu. Mais il faut dire que la demande est très, très grande aussi en même temps. Donc, oui, il y a un essoufflement, mais on s'attend aussi à ce que le taux de chômage, quand même, augmente quelque peu. Il faut dire qu'on a atteint des niveaux records, notamment en novembre dernier, on était à 3,8% et qu'on a remonté à descendre à 4%. Mais écoutez, ce sont des taux absolument incroyables. Il faut voir que dans les années 90, on avait des taux au-delà de 10%. Il faut voir aussi que lors de la dernière récession, on a quand même monté assez haut. Donc, ce qui fait en sorte qu'on s'attend pour l'année qui vient à ce que notre taux de chômage au Québec aille aux environs de 6%, ce qui est quand même assez bon, sincèrement extrêmement bon. Donc, surtout si on parle de contexte récessionniste. Et on ne parle pas pour l'année qui vient, malgré le fait qu'on parle de récession, on ne parle pas d'une baisse de l'emploi importante. Il pourrait y avoir une baisse de l'emploi, mais si elle pourrait être très peu substantielle. Il pourrait même y avoir une croissance de l'emploi compte tenu du fait qu'on demande des gens un peu partout et des gens qui seraient mis à pied ailleurs pourraient contribuer à pourvoir des emplois ailleurs là où on demande des travailleurs. Si on va à la séquence suivante maintenant, on va voir que pour l'année qui vient de s'écouler, en fait, les salaires au Québec ont augmenté plus rapidement que la moyenne canadienne. Pour toutes sortes de raisons. Il faut voir qu'on a
taux de chômage est plus bas que la moyenne canadienne. Il faut voir que notre taux de postes vacants est très élevé. Donc, on se bataille pour la première place, finalement, entre la Colombie-Britannique et le Québec. Donc, pour avoir le taux de postes vacants le plus élevé. Donc, la situation est extrêmement sérieuse. Et il y a bien une façon de pouvoir conserver, ou à tout le moins attirer des travailleurs, oui, des conditions de travail, mais dans un contexte d'inflation, il faut voir qu'on augmente finalement sensiblement la tension sur le marché du travail. Donc, les gens exigent aussi des hausses et des hausses importantes ont été accordées. On voit qu'on a cumulé en matière de hausse, et pour le Québec, ce sont les bâtonnets qui sont vers bas, donc 8,1 et on voit qu'on a diminué quelque peu, on aura vu une hausse à la fin de l'année, mais selon toute vraisemblance, on devrait voir des diminutions là, pour l'année qui vient, dans la mesure où on voit aussi baisser le taux d'inflation et on voit aussi qu'il va y avoir quand même une certaine détente sur le marché du travail compte tenu du fait qu'on sera en récession. Si on va à la séquence suivante, on va constater qu'au chapitre de l'habitation, c'est ça, les mensualités moyennes, là, dans le fond, ont monté en flèche pour les nouveaux prêts hypothécaires. Donc, dans la région de la Naudière, il y a énormément de gens qui œuvrent dans cette phase de construction. Et ça vous donne un aperçu d'effort qui est demandé par rapport au passé pour les nouveaux prêts hypothécaires. Donc, on voit qu'il y a une charge qui est plus importante et ce n'est pas étonnant dans ce contexte-là de voir un essoufflement du marché de l'habitation et de la construction neuve. En fait, il faut dire qu'on a vécu un boom important là, en 2021, alors que la croissance finalement du marché des messes de construction neuve a quand même connu une croissance importante. On pense à 2020 une croissance de 12 on parle d'une croissance de 25 des constructions neuves en 2021, donc c'est quand même pas négligeable. Pour l'année qu'on vient de vivre, 2022, il y a quand même eu un ralentissement au niveau des mises en chantier. On parle davantage d'une croissance là, qui serait une décroissance en fait autour de 16 et pour l'année qui vient, peut-être une croissance qui serait comparable. Ça demeure encore évalué, mais on sait que pour cette année, au niveau de la construction neuve, ce sera moins trépidant que ça l'était l'année dernière, ce qui pourrait nous situer aux alentours de 46 ou 47 000 mises en chantier pour le Québec là, dans l'année, ce qui se compare un petit peu plus bas que ce qu'on avait observé en 2019. Mais on a vécu une situation vraiment d'exception à ce chapitre-là, en espérant que ça puisse, en tout moins, tempérer les problèmes de recrutement dans le secteur de la construction, cette baisse de cadence-là, mais on ne parle pas d'effondrement. Si on va à la étape suivante maintenant, ce qu'on constate, c'est que non seulement les mises en chantier ont diminué, mais les ventes de propriétés ont diminué aussi, et les nouvelles inscriptions sont en diminution également. Donc, on voit qu'il y a moins de frénésie sur le marché de l'habitation, sur le marché de la revente également. Il faut voir que les conditions qui ont favorisé l'espèce de boom qu'on a connu, qui était la pandémie, les confinements, le sort du télétravail, ces conditions-là sont en train de changer quelque peu. Donc, on ne peut pas soutenir non plus le rythme qu'on avait, ne serait-ce que même au niveau de la main-d'œuvre. Le prix des matériaux est en train de diminuer. On sait qu'au chapitre du bois aussi, il y a une diminution là, des prix qui s'observe depuis un moment et qui est encore en cours au moment où on se parle. Si on va à la étape suivante maintenant, on va voir que si on se donne une vue d'ensemble, donc des prévisions de croissance économique, donc pour le Québec, on a toujours la fameuse ligne pointillée qui nous permet de voir où est-ce qu'on se situe. Donc, l'an dernier, on avait eu une croissance de 6 Ça, c'est ce qu'on appelle le PIB réel. On enlève tous les effets de l'inflation. Donc, cette croissance-là, elle faisait suite à une diminution importante en 2020. Donc, on a eu un rebond. Pour l'année 2022, on s'attend à une croissance aux alentours de 2,7 Si on regarde pour l'année 2023, on s'attend à une légère diminution de moins 0,5 Puis si on compare par rapport à 2020, on voit qu'on ne parle pas d'une récession profonde. Donc, oui, un ralentissement, oui, il faut vivre avec des conditions qui ne seront pas nécessairement les mêmes, mais il reste quand même que ça demeure des conditions où on va connaître, je dirais, une baisse de rythme de l'activité économique. Mais là encore, au niveau de l'emploi pour le Québec, on ne s'attend pas à des baisses importantes au chapitre de l'emploi. Je suis en compagnie de Ghislain Dufresne, porte-parole pour le Centre de prévention suicide de la Naudière. Bonjour, Ghislain. Bonjour.
Sûrement que les gens vont dire, je connais la face, oui, c'est un acteur connu, c'est quelqu'un qui demeure dans la région de la Naudière, et tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là vraiment par conviction, c'est bien ça, on pourrait parler de ça pour commencer, oui. Ben oui, en fait, sincèrement, c'est eux qui m'ont approché parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour promouvoir le numéro de téléphone, puis faire connaître aux gens le centre de prévention du suicide, puis j'ai pas pu dire non parce que c'est une cause, c'est probablement la plus belle cause qu'on peut supporter, là, je veux dire, la cause pour la vie. Donc oui, c'est ça que je veux dire. Et la semaine prochaine, à partir du 5, c'est la semaine justement nationale de la prévention du suicide. Et cette année, on veut mettre l'emphase, comme tu disais, sur le numéro de téléphone. Que ce soit la personne proche qui voit quelqu'un en difficulté ou une personne qui se sent en difficulté, c'est important d'appeler, hein, c'est bien ça, hein, c'est de donner, de transmettre notre crainte, nos états d'âme. Exactement. En fait, le numéro est là pour aider les gens qui vont pas bien, qui se sentent pas bien, qui ont des pensées suicidaires. Puis il est aussi là pour aider les gens qui peuvent peut-être avoir des suspicions, là, se dire il me semble que cette personne-là va pas bien, puis des fois on n'a pas tous les outils qu'on veut pour être capable de poser les bonnes questions ou diriger simplement la personne au bon endroit. Donc vous pouvez appeler aussi si vous avez si vous soupçonnez, le 1-866 appel est là aussi. C'est 1-866 appel, c'est ouvert 24 heures sur 24, c'est bien ça, 7 jours par semaine. Donc, c'est des gens qui sont déjà bénévoles. C'est impressionnant parce que dans cette pénurie de main-d'œuvre-là, trouver que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes pour te répondre. C'est des spécialistes vraiment qui ont une formation pour le soutien. Là, je ne me souviens pas du terme exactement des études qu'ils ont faites, mais je sais que c'est des gens spécialisés dans ça, là, dans l'écoute et dans la solution, puis tout ça. Donc, oui, effectivement, on est chanceux d'avoir ça. Je sais que de ce temps-ci, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué un peu partout, on le sait, là, pour les employés, les embauches, tout ça. Donc, le CPS passe pas à côté de ça, et je pense qu'il prendrait encore plus de gens s'il pouvait en trouver plus, mais on est chanceux, effectivement, d'avoir ça 24 heures par jour. Une situation qu'on vit ici, dans la Naudière, partout aussi dans la région rurale, beaucoup des personnes qui travaillent en agriculture, qui sont agriculteurs, fermiers, vivent ces situations-là. Je sais que dans la région aussi, il y a une enfance qui est mise sur cette problématique-là aussi, du suicide dans le milieu agricole. Hein? Oui, effectivement. Je sais qu'il y a eu un partenariat qui a été fait, là je ne me rappelle pas du nom de l'association, mais il y a eu des rencontres qui ont été faites directement chez les fermiers pour aller les rencontrer, les sensibiliser. En fait, ça a été fait, je pense, plus à l'automne dernier, ça, mais c'est effectivement un problème auquel il faut toujours être alerte. Là. On a, je dirais pas de gêne, mais dans les téléromans, dans les séries, tout ça, on voit maintenant des suicides, et on s'aperçoit qu'à la fin, quand tu regardes les séries, les gens, souvent, comme restent surpris que la personne a fait une tentative de suicide, alors que je pense que, premièrement, il y a des signes avant-coureurs qu'il faut apprendre, il y a des choses qu'on peut avoir comme information justement avec la prévention suicide. Peux-tu nous en parler un petit peu de ça? Et c'est quoi pour toi l'importance qu'il y ait la fameuse affiche à la fin de l'émission qui disent « Appelez si vous avez besoin d'aide ». Oui, ben c'est sûr que effectivement, j'ai regardé quelques séries récemment québécoises entre autres, puis c'est arrivé souvent qui ont parlé du suicide ou qui faisaient référence au suicide, puis qu'il y avait toujours le numéro de téléphone du 1-866 appel à la fin pour dire si vous avez des problèmes, appelez. Alors, moi, je me dis, si ça permet aux spectateurs d'être capables d'identifier puis de se rendre compte que c'est vrai que c'est pas facile nécessairement de trouver, de voir que quelqu'un a des idées suicidaires, là, sinon, si c'était si facile, on les empêcherait tout de suite de passer à l'acte. Mais c'est ça. En fait, je me dis, plus on va en parler et plus on va propager aussi le numéro de téléphone, ça peut juste être positif dans un sens parce qu'on propose des solutions. C'est sûr qu'on montre des gens qui ont des envies suicidaires, mais on propose aussi des solutions dans le sens où on leur dit... Donc, les mises en situation qui nous montrent à la télé, on pourrait dire une partie de réalité, une partie de réalisme. Puis donc, autrement dit, ça peut permettre
à des gens à porter une réflexion sur qu'est-ce qui se passe dans leur entourage. Parce que, ben, c'est ça, en fait, c'est d'être capable de... On appelle ça un peu comme des antennes. Je ne sais pas si vous connaissez les sentinelles au Centre de prévention du suicide. Il y a un programme qui s'appelle les sentinelles, donc c'est ouvert à tous. Tous les gens qui sont intéressés à le suivre peuvent le suivre, c'est gratuit. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des outils pour avoir des antennes en quelque sorte, là, pour dire est-ce qu'il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui passe qui est un peu bizarre ou un peu louche ou un petit. Parce que les gens qui pensent au suicide souvent lancent des perches. Il y a un petit quelque chose, il y a toujours une phrase ou un geste. Puis quand on est assez allumé à ces affaires-là, ben on peut poser les questions. On peut les approcher, ces gens-là, puis leur demander est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que ça va? Puis ces gens-là, ben si on leur demande, souvent ça les soulage parce qu'ils sentent qu'enfin quelqu'un les écoute puis ils peuvent les aider. Il faut vraiment être à l'affût. Puis tu es d'accord avec moi que le fameux 2 ans qu'on vient de passer, qu'on ne veut plus parler, n'a pas exactement aidé à ces choses-là parce qu'il y a eu moins de rapprochements, il y a eu moins de gens qui se sont rencontrés. C'est sûr que le fait que les gens soient plus isolés, c'était plus difficile peut-être d'identifier les signes. Mais en fait, c'est ça l'important. C'est déjà qu'on soit capable de se voir plutôt que de se parler juste au téléphone. Ça nous permet aussi de voir les gestuels, de voir les visages, ce qui est déjà une bonne chose, mais en fait, c'est sûr qu'il faut garder contact avec les gens qui sont peut-être plus isolés. C'est une bonne idée. Okay. Donc, en résumé, on parle que la semaine prochaine, c'est la semaine nationale de prévention du suicide. C'est la semaine nationale à toutes les semaines. Je pense qu'on peut résumer ça, dans le sens que il y a une semaine, oui, plus particulière, mais je pense qu'à toutes les semaines, il faut être à l'affût de cette problématique-là. Et en rappelant que tu as un beau numéro de téléphone que je pense que tu sais par cœur, mais qu'on peut répéter encore, 1-866, j'appelle, pour demander de l'aide en tout temps. Il y a des gens qui sont là pour aider, puis pour vous supporter là, dans cette situation-là. C'est ça. Puis cette semaine en particulier, sur le site web du Centre de prévention du suicide de la Naudière, il y a des outils qui ont été mis à la disposition. Il y a des en-têtes Facebook que vous pouvez télécharger, mettre sur vos propres sites pour faire la promotion du 1-866 appel. Il y a plein d'activités aussi qui peuvent vous permettre d'en parler avec vos proches, avec les gens de votre entourage, au travail, avec la famille. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web du Centre de prévention. Bon, merci beaucoup. Puis belle implication, puis on se reparle, j'espère pas dans 1 an, avant ça sur d'autres sujets. Avec plaisir, ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.